Notre région de Provence va bénéficier d'un essor très important à partir de l'arrivée des Phocéens en 598 avant Jésus-Christ. Ce petit rappel historique pour nous remettre dans le contexte de l'épisode précédent. Influencés par la culture grecque, les tribus ligures vont s'helléniser petit à petit à leur contact. De leur côté, les Phocéens vont pouvoir reconstruire leur cité perdue de Phocée grâce à un terrain donné par la Confédération des Saliens. Et lorsque cette ville va être construite, ils vont l'appeler territoire des Saliens en reconnaissance, et ça s'appelle, en grec, ça se dit Massalia. Ces Phocéens n'étaient pas venus pour envahir le pays, et encore moins pour le coloniser. Ils voulaient simplement continuer leur commerce sur le pourtour de la Méditerranée. Euh, cet état d'esprit a permis, même aux tribus ligures de l'arrière-pays, d'accepter plus facilement ces étrangers. Le Massalia va devenir rapidement riche et prospère. Ville libre et indépendante sur ce terrain donné en propre par les Saliens, elle va fondre sa propre monnaie et elle va faire bénéficier de son savoir-faire et de sa prospérité les tribus ligures de toute la région. Cette bonne entente va durer pratiquement 4 siècles, même si ça a commencé entre le 3e et le 4e à se détériorer un peu. Mais les historiens contemporains de cette époque vont nous expliquer, nous donner, nous vanter les qualités de ces ligures. Ils les décrivent comme des hommes courageux, des hommes qui ne sont pas de très haute taille, et ils sont très sveltes, mais très endurants et robustes, car ils ont une vie très difficile. Effectivement, nous le savons, ils ont construit leur bourgade sur le haut de nos collines pour se défendre en cas d'attaque. Et ils ont aussi leur culture à ces hauteurs-là, même si les sols là-haut est un peu arides et que leurs instruments agraires sont assez rudimentaires. Mais ils vivent aussi de leurs troupeaux, de la chasse et, lorsqu'ils sont près d'un fleuve, d'une rivière ou de la mer, de la pêche. Les, durant ces 4 siècles, il va se passer des événements autant pour les Ligures que pour les Phocéens. Les Ligures vont voir déferler sur la région une deuxième vague de Celtes qui va être très difficile, car il va y avoir beaucoup d'exactions, beaucoup de villages, de bourgades brûlées, de Ligures tués. Et en fin de compte, bon, ça, plus tard, on les appellera celto-ligures, puisque ça sera les survivants des deux côtés. Du côté des Phocéens, alors là, ça va être assez extraordinaire. Ils vont devenir les alliés de Rome, oui, oui, comme nous l'avons vu, parce que ils ont aidé les Romains lors de la deuxième guerre punique contre les Carthaginois à gagner une bataille navale au cours de cette guerre punique qui a duré entre 218 et 202 avant Jésus-Christ. Hein, ça a été quand même de longues années. Et c'est grâce à cette bataille navale gagnée qu'en fin de compte, les Romains vont gagner contre les Carthaginois. Et donc, cette Massalia de cette ville riche et puissante maintenant, eh bien, le Sénat de Rome la compare à Rome, c'est devenu l'égal de Rome. Voilà. Donc les Massaliotes eh bien, profitent certainement d'être devenus les alliés des Romains. Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'ils se sentent un peu plus enclins à être moins délicats vis-à-vis des Ligures et à s'étendre un petit peu avec leurs marchandises et à les contrarier? Ou bien est-ce qu'ils sont devenus tellement riches, ils ont construit beaucoup des emporias partout, des comptoirs de commerce partout, qu'ils débordent de partout et ils en mettent un peu trop sur les territoires des Ligures. En tous les cas, en 180 avant Jésus-Christ, ça dérape complètement. Il y a deux confédérations de Saliens qui se trouvent du côté de Nicaïa et d'Antipolis, les Oxybiens et les Décéates, qui eux sont vraiment pas contents du tout. Après les Massaliotes, ils le font savoir, et les Massaliotes n'ont pas d'armée, pas de soldats, donc ils appellent les Romains pour venir remettre un peu d'ordre chez eux.
Alors le Sénat de Rome n'envoie pas tout de suite une légion et un consul, ils envoient simplement une ambassade avec 3 députés et en bateau. Ils arrivent au niveau d'Égypta et c'est la capitale des Oxybiens. Et là, ceux-là ont appris que ce bateau allait arriver, donc ils sont déjà assez furieux qu'on vienne essayer de venir leur faire la leçon ou de regarder ce qui se passe et les obliger à savoir quoi. Donc ils sont très très remontés. Donc ils se précipitent sur le rivage au moment où le bateau accoste. Le Flaminius, un des 3 députés, est déjà descendu sur le sable. Il a posé ses bagages à terre et il est entouré de ses valets, qui en fait ce sont des esclaves. Et donc les Oxybiens et les Décéates lui disent de retourner sur son bateau, qu'ils n'en veulent pas chez eux. Et eh bien, l'ambassadeur répond, mais attendez, moi je suis envoyé pour faire mon travail, et je ne vais pas repartir sans avoir fait mon travail. Ah bon, ben c'est comme ça. Et bien, donc du coup, eh bien, c'est la castagne. Il tape les esclaves, Flaminius s'en mêle, bon, pas il y a 2 esclaves de tués, Flaminius est blessé, il remonte d'art sur le bateau en laissant tous ses bagages éparpillés partout, et il coupe lui-même les cordages pour être plus rapidement reparti. Il demande qu'on l'amène à Massalia, où il se fait soigner parce qu'il est quand même bien amoché. Et le Sénat de Rome apprend cette humiliation de leurs députés, de leurs ambassadeurs. Alors ça ne va pas se passer comme ça. Donc donc nous sommes en 181, ils envoient une légion et un consul. Là, ils ratissent tout ce qu'ils peuvent, ils prennent les meneurs, ils les emmènent prisonniers à Rome et ils ramènent leur légion, ils rentrent à Rome euh, sans plus sans plus s'en faire. Ils ont tout balayé, tout remis en ordre. Donc les Massaillais sont très contents, les Romains ont été efficaces, amicaux. Ils ont fait le ménage et ils sont repartis sans rien demander en échange. Alors là, franchement, ça leur fait plaisir. Mais les Ligures, qu'est-ce qu'il en est des Ligures? Alors donc, les Ligures, eh bien, ils vont quand même faire profil bas pendant presque 29 ans. La venue des Romains a été quand même assez rude pour eux. Mais cependant, on se demande aussi s'il n'est pas un petit peu la faute des Romains, des Massaliotes, si ça redémarre, les conflits redémarrent, parce que cette fois-ci, ça va se passer, donc nous sommes en 154 avant Jésus-Christ, et ça va se passer sur les îles de Lérins, où l'emporion des Massaliotes s'est tellement étendu qu'il est même débordé sur des cultures des Décéates. Alors, ils ne sont pas contents. Et donc, ils appellent les Oxybiens, qui, de l'autre côté, ils arrivent, tous ensemble, ils démantèlent l'emporium et ils jettent toutes les marchandises des Massaliotes à la mer. Alors, les Massaliotes, là, franchement, c'est un sale coup pour eux parce que leurs marchandises, leur emporium, tout leur commerce, c'est la prunelle de leurs yeux. Donc, on touche à ça. Là, franchement, ça passe mal. Donc, vite, vite, ils rappellent les Romains. Les Romains envoient Quintus Optimus. Il arrive avec 10 000 hommes, celui-là. Donc, franchement, Rome n'a pas fait dans la dentelle, hein, 10 000 hommes. Et effectivement, ça va être très grave pour les deux tribus, les 2 confédérations, Oxybiens et Décéates. On va leur prendre carrément les terrains incriminés et ils vont les donner aux Massaliotes. Voilà. Donc ils n'ont plus de terrain. On leur interdit même de s'approcher du rivage de 15 km du rivage, ça ne peut pas s'approcher de 15 km du rivage. Et on leur prend bien sûr des esclaves, des prisonniers, tout ce genre de choses que font les Romains d'une façon sans douceur. Et, et évidemment, tout ça va être très très dur à digérer pour les Ligures. Et ils vont bien sûr euh, ne, ne plus tellement, et d'ailleurs ils ne peuvent plus s'agiter, ils n'ont plus de terrain. Et, et donc il va y avoir à peu près 27 ans, pratiquement encore 30 ans, de calme relatif. Mais en 125, donc en 125, eh bien là, il va y avoir à nouveau des conflits et ça va être très 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 grave pour les Massailliotes parce qu'ils vont être obligés de rappeler les Romains
Et là, cette fois, ils vont pas bien s'en tirer, les Massaliotes. Vous allez voir. D'abord, c'est grave parce que ce sont leurs plus proches voisins, c'est-à-dire les Saliens, les descendants de ceux qui leur ont offert le terrain, qui habitent, leur oppidum est à Entremont, c'est-à-dire tout proche de Massalia. Et, et là, ces Saliens sont énormément remontés. Eux aussi, ils sont envahis par les marchandises. Enfin, ça ne s'arrête jamais avec ces Massaliotes. Soit ils font pas exprès, mais ils sont juste débordés parce qu'ils font énormément de commerce. Soit ces descendants des Phocéens, les premiers qui ont fondé Massalia, ont pris plus d'entre-gens, moins de délicatesse et ils veulent essayer de coloniser les bords de mer. Peu importe, on ne sait pas trop ce qui se passe réellement dans l'esprit des Massaliotes, mais en tout cas, la révolte est là, et donc ben, ils appellent les Romains. Et les Romains envoient Flaccus Flavius avec une légion. Flaccus Flavius fait exactement ce qu'a fait Optimus, mais n'arrive à rien parce qu'il s'attaque à la plus grosse confédération des Saliens. Et, et à part mettre au pas les Vaucans de Vaison, ils sont assez virulents, mais bon, ils- ceux-là sont mis au pas, mais c'est tout. Et les autres, il n'y a rien à faire. Donc Flaccus Flavius appelle de l'aide, demande de l'aide à Rome, lui envoie Caius Sextius Calvinus avec une légion. Et nous connaissons bien ce Caius Sextius Calvinus, vous allez voir pourquoi. Parce que, parce que, je vais vous le dire, mais en fait, il ne doit pas vraiment réfléchir lui à ce qu'il va faire, mais c'est gravissime ce qu'il fait. Lui, il fait ni une ni deux, il voit que Flaccus Flavius n'a rien fait, donc lui, il va carrément raser l'oppidum d'Entremont, tuer tout ce qu'il peut, tout ce qui ne s'échappe pas, parce que beaucoup de populations arrivent à s'échapper. En premier, les chefs, bien sûr, qui vont se réfugier chez les Allobroges, parce que les Allobroges, c'est une confédération de la montagne du côté de Savoie, mais ils ont une tribu qui est située au niveau du haut de la vallée du Rhône et qui arrive toujours à la rescousse des Saliens. Donc ils vont se réfugier chez eux, ce qui va valoir à ces Allobroges un retour de bâton des Romains, qui vont être furieux de ça. Donc, alors, Caius Sextius est très content de lui, il a rasé Entremont. Maintenant, le calme est revenu, c'est très très bien, mais par contre, de peur que les Saliens reviennent s'installer, même si c'est des ruines, mais qu'ils essayent de se réinstaller, il installe une garnison à 2 pas de là. Il y a des sources chaudes, et là, au niveau de ces sources chaudes, il installe une garnison romaine, et qu'il appelle d'ailleurs les eaux de Sextus, Aquae Sextiae, les eaux de Sextus. Et, et ces eaux de Sextus, eh bien, quelques temps plus tard, lorsque tout se sera calmé, les Saliens vont essayer de revenir par là et ils vont s'agréger à cette garnison qui va devenir comme une petite ville et ça va être la fondation donc qu'a commencé Caius Sextius, ça va être la fondation d'Aix-en-Provence et ça s'appellera Aquae Sextus Saluvorium, les eaux de Sextus des Saliens. Alors ça sera beaucoup plus tard. Alors en attendant, les Romains et les Massaliotes sont très contents, les Saliens ont été éradiqués, mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est la plus grosse confédération quand même de la région. Donc ils ameutent toutes les tribus de leur confédération, alors que ce soit bien sûr les Vaucans de Vaison qui arrivent immédiatement, les Cavars d'Arosio, c'est-à-dire d'Orange, les Cavars aussi d'Aouegno, c'est-à-dire Avignon, les Albiques qui sont sur la montagne qui s'appelle le mont Vinture, parce que au haut de la montagne, c'est là où réside leur dieu, le dieu Vinture, le dieu du vent. Ces Albiques sont des montagnards, les alliés de Massalia, mais aussi les alliés, bien sûr, de la Confédération des Saliens. Et il y a aussi les Tricassini. Les Tricassini, eux, leur capitale s'appelle Aeria. Elle est située sur l'ancien site troglodyte qui est situé aujourd'hui. On peut dire que Bolène c'est au nord de Bolène, mais Bolène n'existait pas à l'époque. Et là, ils ont construit leur oppidum là. Il y a 40 hectares de capitale. Et leur oppidum est tout à fait en haut de cette colline.
qui domine la vallée du Rhône de l'autre côté. Ceux qui sont montés là-haut dans la région, on y est presque tous montés, je suppose. On voit effectivement la vue extraordinaire sur la vallée du Rhône. Et c'est un point de surveillance quand même assez extraordinaire. Donc les Tricassini vont venir aider les Saliens. Et puis tous ces gens, toute cette tribu, toute cette confédération-là, ils vont organiser une grosse bataille contre les Romains. Les Romains qui sentent les choses se préparer ont fait venir un autre général très important qui s'appelle Domitius Aenobarbus, que nous connaissons bien parce que ce Domitius, c'est lui qui plus tard va faire construire la route qui s'appelle toujours aujourd'hui la Domitienne qui rejoint l'Espagne. Donc Domitius Aenobarbus, et puis va avoir lieu donc en 121 avant Jésus-Christ la grosse bataille de Windalium où 50 000 Ligures rassemblés vont être exterminés par les Romains, les trois quarts pendant la bataille, et le reste, eh bien, seront faits prisonniers et brûlés par les Romains. Et les Romains enterreront tous ces corps sur une petite colline proche de Sorgue. Et plus tard, les Provençaux appelleront cette colline le Mour de Sèvres. Mais bon, pendant très longtemps, de génération en génération, on savait le nom, mais on ne savait pas pourquoi. Et c'était très intriguant, parce que Saeva en latin veut dire sanglant, donc ça veut dire le mont sanglant. Et finalement, au XIXe siècle, bien des siècles plus tard, les archéologues se sont penchés sur cette question, ils ont fait des fouilles et ils ont retrouvé les corps de tous ces guerriers ligures tués pendant la bataille de Windalium. Et avec leurs vêtements, leurs ceinturons, enfin tout, des riches vêtements en fait, dans toutes ces tombes. Et donc les Romains vont élever le trophée de la victoire comme ils font toujours après leur victoire. En général, c'est soit un arc de triomphe, soit un seul monument. Et là, c'est 2 tours. Et c'est pour ça que à cet emplacement de la victoire qui est situé à la confluence de l'Ouvèze et de la Sorgue, puisque pendant très longtemps, dans les textes anciens, on disait que c'était au sud d'Orange, mais on ne savait pas exactement où avait été située cette bataille. Mais finalement, on a appris que c'était à la confluence de l'Ouvèze et de la Sorgue. Au sud d'Orange, certes, mais à la confluence de l'Ouvèze et de la Sorgue. Et il n'y a qu'un endroit tout proche d'Orange, au sud évidemment, c'est à Bédaride. Et pourquoi ce nom de Bédaride? À cause de ce que je vous dis, de ces trophées de la victoire qui sont bâtis pour les Romains, après leur victoire pour les Romains. Et là, c'est un trophée qui est simplement 2 tours. Et c'est donc, ça s'appelle Bituritae, d'où le nom de Bédaride, puisqu'après, phonétiquement, les mots évoluent. Et de Bituritae, le latin, et c'est devenu Bédaride. Alors après cette victoire-là, eh bien, les Romains, ils sont revenus en 125, vous voyez, on est en 121, ils ont eu, pendant que tout cela se passait, ils ont eu le temps de s'apercevoir du pays, comment était le pays. Donc effectivement, ils ont beaucoup moins envie de repartir, d'autant qu'en plus, ils sont allés quand même donner une bonne leçon aux Tricassini sur ce qu'il en reste, bien sûr, puisque après la bataille, ils sont allés vider la capitale Aeria de toute la population. Manu militari, ça veut dire que c'était pas en douceur et qu'il y a certainement beaucoup de gens qui sont morts pendant cette éjection. Et ceux qui ont survécu, comment ils survivaient dans cette plaine où il n'y avait rien. À l'époque, il n'y avait ni pollen, ni rien du tout. Et eux-mêmes, ils ont installé une garnison tout en haut, à la place, sur l'oppidum même des Tricassini, puisque nous disions tout à l'heure que c'était un emplacement idéal pour surveiller la vallée du Rhône. Alors donc, et je ne vous ai pas dit non plus pourquoi ça s'appelait Aeria, c'est un nom qui a été donné par les Grecs, les Phocéens, les Grecs de Marseille, parce que quand ils sont visiter l'arrière-pays, parce qu'ils ont aussi essayé de faire du commerce avec tous les Ligures de l'arrière-pays, ils sont arrivés de loin et voyaient au-dessus de toute une verdure extraordinaire, ils voyaient des maisons au-dessus de cette verdure. Donc ils ont appelé ça ville dans les airs, Aeria. Donc les touristes grecs ont connu Aeria, mais les touristes romains ne le connaîtront plus, puisque les Romains ont tout détruit.
et ils ont mis simplement leur garnison tout en haut. Alors donc les Romains sont restés, ont décidé de rester. Les Massaliotes, eh bien, ils ne s'attendaient pas à ça. Les autres fois, les Romains étaient venus, avaient rendu service aimablement et ils étaient repartis sans rien demander en échange. Et là, non, ils s'installent. Alors, les Romains, les Massaliotes vont apprendre à leurs dépens qu'on ne demande pas des services impunément. Et ça va très bien mal se passer, puisque je vous avais rapidement évoqué quand César va arriver, ce qui va se passer avec César. Alors nous n'en sommes pas là, les Romains s'installent, et dans le prochain petit épisode, la prochaine vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer quand les Romains vont s'installer. Ils vont se croire les maîtres et tout, et pourtant, il va leur tomber sur la figure une sacrée affaire qui ne va pas être réglée facilement. Donc, nous allons voir ça au prochain épisode. Alors, je vous dis à bientôt.